Bonjour, je vais parler du début de saison 7 de Arrow avec les 3 épisodes que je rattrape d'un coup. J'avais essayé de rattraper les 2 premiers avant le 3e et j'ai eu un début de semaine assez catastrophique et chaotique, donc je les rattrape maintenant. Globalement sur chaque épisode, le premier m'avait plutôt intéressé et intrigué avec ce nouveau Green Arrow, mais très vite dans le 2e et le 3e, on arrive sur Diaz quasi exclusivement, on focus presque que sur Diaz. Même la partie prison avec Oliver qui m'avait plutôt plu dans le premier, maintenant c'est Oliver qui cherche des informations sur Diaz, donc même si c'est pas forcément lié à Diaz directement, il cherche des infos sur Diaz, donc c'est sa motivation. Et surtout les Longbow Hunters, dont j'attendais la venue, qui finalement sont juste des hommes de main classiques, quoi. Ah oui, ils ont des petites techs qui fait qu'ils sont un peu plus peut-être performants que des hommes de main de base, mais voilà, c'est des henchmen de base, avec de la technologie en plus, pas très intéressant non plus, et ils représentent pas une vraie menace. C'est ça aussi mon problème, c'est que Diaz et ses hommes de main, ils représentent pas une menace, quoi. Dans le 2e épisode, s'ils s'en sortent, c'est surtout parce que le scénario les laisse s'en sortir, parce qu'ils devraient être arrêtés, voire tués plusieurs reprises dans l'épisode, et dans le 3e épisode, carrément, il y en a une qui se fait capturer. Donc le niveau de menace, en plus on sait pas du tout quel est leur objectif. Alors on voit Diaz à la fin qui s'injecte un truc, son objectif c'est obtenir des super pouvoirs. Pour en faire quoi exactement? Enfin, même il y a un tour de passe-passe dans le 3e épisode qui me plaît pas beaucoup, c'est que Diaz devrait être l'ennemi public numéro 1. Il a corrompu toute une ville, tout un système politique, la police et tout. Il a corrompu tout le monde. Il a tué pas mal de gens. Il vole des technologies militaires. Et non, c'est pas l'ennemi public numéro 1. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui marche pas dans leur système? Lui, c'est pas l'ennemi public numéro 1. Du moment où ils savent qu'il est vivant et qu'ils volent des technologies militaires dangereuses et tout, et qu'ils bossent avec des Longbow Hunters qui sont censés être un truc ultra dangereux, c'est pas l'ennemi public numéro 1? Bah, parce que si c'était l'ennemi public numéro 1, il y aurait pas besoin de notre équipe pour essayer de l'arrêter. Ça marcherait tout seul. Si vraiment tous les organismes gouvernementaux le cherchent, il se fait arrêter très vite. Et du coup, c'est pas un enjeu. Donc c'est pour moi, Diaz n'est pas un enjeu. En plus, par rapport à la menace qu'il a présentée dans la saison précédente, quelle forme de menace il peut représenter aujourd'hui? Il est pourchassé par tout le monde. Il suffit de l'arrêter et il est envoyé en prison tout de suite. Il n'y a même pas besoin de trouver de preuves ou quoi que ce soit. Il suffit juste de l'arrêter. Donc pour moi, voilà, c'est pas du tout une menace. Et les Longbow Hunters ne sont pas suffisamment présentés comme quelque chose de dangereux. Pour moi, ils sont présentés comme des hommes de main qui sont vraiment au service de Diaz. En plus, on connaît pas leur objectif, mais bon, juste voler des technologies ou voler des trucs pour que Diaz soit plus puissant. Je vois pas trop où ça mène. Alors peut-être qu'après ils ont un plan génial et tout, on verra, mais voilà. Et comme je dis, après je dirais ce que j'ai aimé, mais là, comme j'ai abordé ce sujet, dans l'épisode 2, mais c'était un peu vrai dans le 1, mais dans le 2 surtout, j'ai vu une accumulation de tout ça. Sur la gestion des armes à feu, il y a plein de passages où ils devraient être abattus, et ils le sont pas, parce que le scénario n'en a pas envie. C'est-à-dire qu'à la limite, par exemple, dans l'épisode 3, on trouve une justification débile sur « on peut pas tirer parce qu'il y a des substances dangereuses ». Mais au moins, il y a une justification. Pourquoi des flics ne tirent pas? Ce qui est absurde, hein, sinon. Dans le 2, il y a un moment dans le train où, oui, il y a des ricochets, du coup, on peut pas tirer comme on veut. Pour moi, pareil, c'est des justifications un peu bancales, mais ça passe. Parce que que des super-héros ne tirent pas à vue, c'est une chose. Que des officiers, des agents de l'ordre, etc., des agents de l'État, des officiers fédéraux et tout, ne tirent pas alors qu'ils ont des suspects armés et dangereux devant eux, ça fait pas sens. Donc il faut trouver des justifications. Et au début de l'épisode 2, par exemple, les agents de sécurité, ils peuvent abattre les Longbow Hunters qui se sont infiltrés. D'ailleurs, on voit une des 3, je crois que c'est celle qu'ils appellent Darts, qui s'infiltre. Les 2 autres, ils sont infiltrés comment? Parce que Silencer, à la limite, avec sa technologie de silence, je peux voir, mais le gros mec, avec son bouclier, comment il est rentré discrètement, en fait? Et du coup, ça pose la question, mais pourquoi est-ce que Darts, elle s'est infiltrée discrètement? Parce que les autres, ils sont pas infiltrés discrètement. Enfin, celui avec le bouclier, je crois pas une seule seconde qu'ils sont infiltrés discrètement, lui. J'y crois pas une seule seconde. Mais admettons, voilà. Ils se retrouvent face à des agents de sécurité. Les mecs sont armés, voilà. Et le pire, il y en a un qui va au cac, quand même, en sortant son arme. Tu vas pas au corps à corps en sortant ton arme. Au contraire, je veux dire, même quand tu sors ton arme, même, ça serait limite, tu te recules, justement, pour prendre de la distance. Sinon, ça sert à rien d'avoir une arme à feu. Mais le pire, c'est le dernier garde qui arrive, il voit ses collègues qui sont au sol, il sait pas s'ils sont morts ou vivants, et il tire pas. Il les a en joue, il voit qu'ils ont mis à terre 3 ou 4 de ses collègues, je sais plus, et il tire pas. Mais t'es débile. Ça marche pas, ça n'a pas de sens.
Et il y a pas mal de trucs. Moi, c'est surtout l'accumulation. Une ou deux fois, voilà. Je veux dire, moi, le running gag de il faut toujours trouver une raison pourquoi on peut pas tirer, j'accepte. Hein. Mais là, c'est la répétition et c'est surtout, pour moi, ça diminue complètement la menace potentielle de ces longbow hunters. Puisque s'ils s'en sortent, c'est pas parce qu'ils sont bons, c'est parce que le scénario a dit qu'il fallait qu'ils s'en sortent. Je veux dire, par exemple, Diaz, la fin d'épisode 2, Deagle le tient en joue. Mais le scénario veut que Diaz, il s'enfuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait que Deagle, quand Diaz se retourne d'un coup sec, c'est-à-dire, tu es un officier, tu tiens en joue un suspect, armé, dangereux. Il se retourne d'un coup sec. Qu'est-ce que tu fais? Tu tires. T'as un suspect considéré comme armé et dangereux qui se tourne d'un coup sec, tu tires. Bah, Deagle, il le fait pas. C'est de l'agent entraîné, bah, il tire pas. Non, non. Et Diaz, il sort quoi? Il sort un lance-flamme. Parce que s'il sortait un flingue, Diaz, bah, Deagle, il serait mort. Il serait mort ou blessé. Donc, il faut pas. Donc, il faut qu'il sorte un lance-flamme. Pour que Deagle puisse quand même s'approcher de Diaz et qu'on ait quand même un combat entre les deux. Parce que c'est ça, en fait. C'est le scénario, il veut que Deagle soit mis dans la situation à choisir entre capturer Diaz, récupérer la technologie. Parce qu'il veut qu'il y ait ce dilemme-là sur Deagle. Mais je trouve, en plus en termes de chorégraphie, on aurait pu s'arranger pour créer une situation dans laquelle ça marche. Là, je trouve que la situation, c'est vraiment, on n'a pas réussi à faire dans le délai qu'on avait, on n'a pas trouvé comment faire correctement, donc on s'arrange un petit peu et ça passe. Ou pareil, dans le 2, j'ai très bien aimé la relation qu'il crée entre Laurel et Dinah. Ça, voilà, j'ai bien aimé la dynamique qu'ils essaient de créer entre les deux, avec Dinah qui cherche le pardon et tout. Laurel qui cherche le pardon de Dinah. Je trouve ça plutôt, j'avais plutôt bien aimé. En plus, il y a le côté, c'est une flic, c'est une procureure, donc il faut vraiment qu'elles travaillent ensemble dans tous les sens du terme pour lutter contre les criminels. Sauf qu'à la fin, quand elles investissent le bâtiment, on lui dit que à Dinah, on lui dit que c'est un bâtiment qui a été acheté par Diaz. Du coup, il y a certainement des associés de Diaz, donc certainement armés. Et quand elle est dans le bâtiment, et qu'elle tombe sur Silencer en train d'attaquer Laurel, elle n'a pas son arme dégainée. La flic qui est dans un bâtiment où il y a des suspects dangereux n'a pas son arme dégainée. Pourquoi? Bah parce qu'il faut qu'elle utilise sa clé sonique. Parce que si elle a son arme dégainée, ben tu vois quelqu'un avec un couteau qui attaque un procureur, tu es flic, tu tires. Peut-être des tirs de sommation, mais tu tires. Et si la personne ne s'arrête pas et lâche pas son arme, tu la bats. Mais si c'était ça, ah bah les Longbow Hunters, ils seraient finis dès le premier épisode. Donc non, il faut que son arme soit engainée. Et du coup, elle utilise son clé sonique. Et pourquoi est-ce qu'elle utilise son clé sonique? Pour avoir une scène symbolique où les deux canaris doivent allier leurs cris pour battre leur ennemi. Donc c'est pour avoir la scène symbolique où les deux doivent s'allier, mettre de côté leurs différends pour vaincre l'ennemi commun et montrer que oui, elles sont plus fortes ensemble et du coup, il faut qu'elles réussissent à travailler ensemble. Donc il y a une symbolique, je comprends pourquoi ils font ça, je comprends un symbolique, mais ça m'agace de voir un flic qui n'a pas son arme sortie alors qu'elle est dans un bâtiment avec des gens dangereux et qu'elle voit un suspect en train d'attaquer quelqu'un à l'arme blanche et qu'elle ne tire pas. Ne serait-ce que des tirs de sommation ou même juste... alors comme il n'y a plus de bruit, elle peut pas hurler stop, mais elle peut faire un tir de sommation quand même. Mais non, voilà, enfin voilà, c'est ça. Moi, c'est la répétition qui m'agace. Mais même dans le premier, il y avait un problème avec Diaz. On veut qu'il y ait une scène de confrontation entre Diaz et Felicity. Pourquoi? Bah pour montrer que Felicity est en danger et pousser Oliver en prison à disjoncter. Sauf que pour moi, la scène marche pas. Et la scène ne marche tellement pas qu'en fait, elle est donnée dans un dialogue. Moi, la scène qui marche pas, c'est celle qui est pas montrée. C'est comment est-ce que Diaz s'est enfui sans tuer Felicity. Et ça, c'est dit dans un dialogue de Felicity qui nous dit les agents d'Argus sont arrivés à temps. Mais comment ça marche en fait? Parce que Diaz, il est face à Felicity avec son arme. Elle est au sol. Qu'est-ce qui se passe? Les agents d'Argus, ils arrivent. Bah, Diaz, il les entend arriver, il a le temps de tirer sur Felicity. Pourquoi il aurait pas le temps de l'abattre? Ou alors, les agents d'Argus arrivent, ils voient Diaz, ils tirent, Diaz est abattu. Dans tous les cas, je vois pas une situation où Diaz ou Felicity, l'un des deux, n'est pas au moins blessé. Tué peut-être pas, mais au moins blessé. Et c'est très pratique, on nous montre pas la scène, on nous dit juste, oui, il est venu la confronter, donc ça montre à Oliver que Diaz en a toujours après sa famille et que sa famille est en danger. Ça permet aussi de virer le gamin, mais on voit pas la scène, donc ça permet de faire ce qu'on veut et de dire oui, ça a marché comme ça, même si d'un point de vue simplement spatial, dans l'espace des personnages, je vois pas comment ça peut marcher en fait. Mais voilà. J'accepte une fois ou deux, moi c'est surtout que mon gros problème avec ça, comme j'ai dit, c'est que ça diminue la dangerosité des méchants. Donc je ressens pas du tout de menace de la part de ces méchants parce que
bah objectivement, ils ont réussi pas parce qu'ils sont bons, mais parce que le scénario est indulgent avec eux en fait. Et aussi, le tour de passe-passe du 3 m'a vraiment saoulé sur le côté de c'est pas le directeur, mais le supérieur de l'agent du FBI qui lui dit que c'est plus du tout l'ennemi public numéro 1, qu'il est tombé dans la liste, et du coup c'est pas la priorité de l'attraper. Mais ça va pas bien. Enfin, je veux dire, il a corrompu toute une ville. C'est pas l'ennemi public numéro 1, ça. C'est pas l'ennemi public numéro 1. Ils volent des technologies militaires. C'est quoi votre problème exactement? Pourquoi vous voulez pas l'arrêter? Alors, à moins qu'on nous ressorte une explication de « il a réussi à corrompre des agents du FBI », mais du coup, ça serait complètement une redite de la saison précédente. Donc c'est ça. Pour moi, Diaz, je vois pas ce qu'il y a à raconter de plus maintenant. C'est un ennemi en fuite. Les Long Hunters, ça aurait pu être intéressant. Finalement, c'est juste des hommes de main. Ils sont pas très intéressants. Moi, j'attends surtout, et c'est ce qui m'avait plu dans le premier épisode, on sait rien du tout de lui, mais j'attends plutôt le nouveau Green Arrow, justement. Le nouvel Green Arrow. J'attends de voir ce que c'est. Comme on sait rien de lui, justement, ça m'intriguait. Après, ça peut être nul, hein, mais voilà, ce nouveau personnage m'intriguait. Et puis, on tombe que dans du Diaz. Là, ça me déçoit quand même beaucoup. Ensuite, il y avait Oliver en prison, qui est un gros morceau, du coup. Je terminerai avec les flash forward. Donc, Oliver en prison, j'avais bien aimé le premier, puisqu'on voit littéralement, on voit la vapeur qui monte, et on attend pendant tout l'épisode le moment où ça va péter. J'étais un peu déçu par le moment où ça pète, justement, parce que alors après, comme il y a déjà eu un combat dans les douches, je pense qu'ils voulaient pas rajouter un deuxième combat violent dans la salle en extérieur, là où ils font leur muscu. Mais du coup, c'est un peu décevant, je trouve. Moi, j'espère vraiment le moment où ça pète vraiment, ils pètent un plomb et ça fasse une grosse scène de combat, voire qu'ils s'en prennent aux gardes. J'attendais ça. Finalement, c'est un peu plus gentillé, enfin, toujours violent, hein, mais c'est quand même par rapport à ce que je m'attendais, c'est un peu moins. Et ensuite, le garde en prison, j'étais content dans le 2. C'est ce qui se comporte comme un connard avec Oliver, et ça aurait été très facile d'en faire un connard. Justement, d'en faire un garde qui respecte pas la loi, qui est violent avec les détenus et tout. Et non, justement, on voit que quand il regarde le record, j'ai perdu le mot en français, mais le rapport et tout, les états de service du garde, il se rend compte que non, il y a aucun problème en fait. C'est un garde qui est plutôt respectueux des lois et tout. C'est juste que bah oui, avec Oliver, c'est un connard. Bah, ça arrive, hein, mais c'est pas pour ça que c'est un criminel. Et donc Oliver doit trouver un moyen de l'éliminer et tout. Bon, après, franchement, c'est ce que je m'étais dit dans le 2, je me suis dit ils vont pas faire ça. Et si, ils l'ont éliminé parce que c'est le seul garde qui est pas corrompu de toute la prison. Et là aussi, encore une fois, c'est comme la saison précédente, c'est tout le monde est corrompu encore une fois. En plus, là, il y a un seul garde dans toute la prison qui est pas corrompu. J'aimerais qu'on m'explique comment ça marche, en fait. Comment, un, il peut pas se rendre compte que les autres le sont. Et comment, deux, il peut y en avoir qu'un seul dans la prison qui est pas corrompu aussi. C'est un peu gros pour moi. Et même, pourquoi est-ce qu'il demande à Oliver de s'en débarrasser pour eux? Enfin, c'est certainement pour jouer avec Oliver, justement. Et ça aussi, dans le 2, j'avais trouvé qu'Oliver acceptait quand même trop facilement de jouer le jeu des criminels. Je comprenais pas pourquoi il acceptait aussi facilement. Alors il y a le côté, il est désespéré, il veut trouver des informations sur Diaz, mais il accepte trop vite quand même si évidemment il veut pas tuer le garde. Et dans le 3, bah oui, enfin on lui dit, mais pourquoi t'as fait confiance à des criminels en prison en fait? Sérieusement, tu crois qu'il va tenir sa promesse? Et c'est ça le truc, quand Oliver s'en rend compte, je me suis dit mais c'est juste évident en fait, il a aucune raison de tenir sa promesse. Maintenant que les choses sont réglées en fait. Tu t'attendais à quoi exactement? C'est ça le truc, c'est dans le 2, je trouvais qu'il était trop rapide à accepter, et dans le 3, je le trouve presque naïf à se dire, mais attends, il m'a trahi? Bah évidemment qu'il t'a trahi. Enfin, il t'a pas trahi, il a jamais été avec toi en fait. Alors ils essaient de nous transformer aussi Bronze Tiger. Je pense que c'est pour la suite où Bronze Tiger va aider Oliver en prison, donc ils essaient de l'humaniser un peu en disant, finalement, je suis pas ce que tu vois en moi. Tu vois en moi qu'un assassin, un criminel et tout. Je ne suis pas que ça. Et je pense que c'est surtout pour préparer le terrain à ce que Bronze Tiger aide Oliver. Parce qu'en plus, dans les comics aussi, Bronze Tiger, il a des trucs un peu délicats, qu'au départ, il était plutôt sympa, puis il a subi un lavage de cerveau pour entrer dans la League of Assassins. Après, il est entré dans la Suicide Squad et tout. Donc, c'est un personnage qui a plutôt changé d'alignement, mais pas forcément de son fait. Donc voilà, ça peut être intéressant justement d'en faire un personnage qui va aider Oliver en prison. Bon, après voilà, la prison, c'est pas non plus par exemple, le début du 3, on essaie de nous montrer, voilà, oh, Oliver, il a peut-être tué des gardes. Sérieusement, qui pendant l'épisode a cru une seule seconde qu'Oliver allait tuer des gardes?
Parce que oui, il tue des gens, hein, clairement, le mec qui l'a balancé par-dessus la rambarde, il est mort. Hein. Et ça d'ailleurs, c'est un truc, à la fin, quand il tient le type en joue, pourquoi est-ce qu'il le tue pas avant d'attaquer les gardes? Parce que ça le gêne pas de tuer des gens. Hein. Bronze Tiger, même ça le gêne pas de menacer de le tuer de sang-froid. Donc, de base, moi, qu'un super-héros tue pas quelqu'un alors qu'il est en l'occasion, je trouve ça normal, c'est un super-héros. Mais là, Oliver a clairement montré qu'il tuait des gens, et là, il veut entrer dans le truc ultra sécurisé, sur les criminels ultra dangereux, bah, qui tue le type, et c'est bon, hein, il y est. Mais bref, voilà, donc il attaque les gardes. Qui a cru qu'il allait tuer les gardes? Évidemment qu'il tue aucun garde, quoi, il les blesse. Mais c'était évident. En plus, la façon dont t'était montré la scène au début de l'épisode 3, c'était évident qu'il allait tuer personne et que c'était pour nous faire croire qu'il allait tuer des gardes. Mais non, pas une seule seconde, hein. Voilà. Et du coup, il va dans l'aile sécurisée pour toujours essayer de trouver des infos sur Diaz. Bon, voilà, je sais pas où ça va mener. Moi, j'attends surtout l'intrigue du nouveau Green Arrow. Diaz, ça me saoule un petit peu. Sinon, oui, dernier point, j'allais oublier d'en parler, le flash forward. Alors au début, d'ailleurs, j'étais convaincu, je pense comme certains, que le flash forward, en fait, c'était un flashback qui nous expliquait qui était ce nouveau Green Arrow. Et finalement, non, c'est un flash forward qui nous montre donc ce qui est devenu William. Alors moi, j'ai peur du côté gadget. Vraiment, c'est le truc qui m'inquiète. Mais comme les flashbacks, hein, il y a beaucoup de passages de flashback qui servaient à être du gadget. Mais encore, le flashback, ça sert à éclairer ce qui se passe dans l'intrigue principale. Là, le truc, c'est que le flash forward, ça ne peut servir qu'à créer du mystère, créer des questions sur ce qui s'est passé dans le passé, et non pas apporter des réponses. C'est-à-dire que les flashbacks, justement, ça sert à apporter des réponses et à introduire des personnages comme ça et à expliquer les relations qu'ont des personnages dans le présent à partir du passé. Là, c'est le contraire, c'est dans le futur. Donc le futur, ça peut servir à poser des questions de comment est-ce qu'on en est arrivé là et à y répondre dans l'intrigue principale. Donc ça peut très vite devenir un gadget. Par contre, ça peut ouvrir aussi d'autres pistes. Ça peut ouvrir par exemple des épisodes entiers dans le futur. Ça peut ouvrir avec, comme une série de super-héros, ça peut ouvrir le voyage temporel. Ils peuvent faire venir le William du futur, ils peuvent le faire venir dans le passé. Ou même le Arsenal du futur, ils peuvent le faire venir dans le passé. Enfin, dans le présent, du coup, pour nous. Voilà, donc ça ouvre quand même des pistes. J'ai peur du côté gadget. On verra. Alors par contre, tel que c'est présenté, j'ai l'impression qu'ils nous disent dans le futur que à partir de cette saison-là, à partir de cette année, les parents de William, donc enfin Felicity et Oliver, l'ont complètement abandonné, tel que c'est présenté. J'ai l'impression que c'est ça, puisqu'il y a Arsenal qui lui dit ils t'ont laissé, tu les as jamais revus après. Et pour moi, c'est sous-entendu après, à partir de cette époque, à partir du présent, quoi. Parce qu'en plus, il a encore le truc que lui a donné Felicity, donc ça laisse entendre que c'est à partir du présent. Donc c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont jamais revu? Vous voyez, c'est ça. Ça ouvre des questions. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont jamais revu? Ou est-ce que vraiment ils l'ont jamais revu? Et puis en plus, comme c'est une série de super-héros avec des voyages temporels, ils peuvent se permettre de donner un futur. Et s'ils ont envie d'altérer des choses, ils pourront ensuite plus tard, justement, avec le voyage temporel, dire finalement on a altéré des choses. Avec Flash aussi qui a fait n'importe quoi, avec Excess qui a fait n'importe quoi. Hop, on peut changer des choses tant qu'on veut. Bon, donc voilà, pas trop vendu sur l'intrigue de Diaz. C'est pas, je dis pas que c'est catastrophique non plus, mais voilà, pas vendu. Je trouve pas que les Long Hunters soient intéressants ou dangereux ou quoi que ce soit. Par contre, j'en attends plus sur justement le nouveau Green Arrow. Qu'est-ce qu'il va être? Quelle va être l'évolution d'Oliver en prison avec par exemple Bronze Tiger? Et aussi, est-ce que Oliver va rester toute la saison en prison? Où est-ce qu'il va en sortir? Comment est-ce qu'il va en sortir? Etc., etc. Voilà, il y a pas mal de trucs qui m'intéressent là-dessus. Voilà, mais sinon pas folichon non plus, quoi. Et sur ce, au revoir.